citoyennes contre le père, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires. Progressif de notre société, c'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à lire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers lecteurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné l'heure, on est à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout, tant qu'on veut le fou, on lâchera pas. La rage de main coule dans le veine, maintenant tu sais pourquoi on se bat. Un autre monde, on n'a pas le choix, encore un autre, tu veux pas. On lâche rien, 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 on lâche rien. Si des personnes parmi vous veulent monter dessus pour la Vélorution, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous rapprocher de la quadruplette, il nous manque 2 personnes pour la compléter sur ce beau trajet qui nous attend. Dans ce Tour de France-là, il n'y a que des maillots verts. Le Tour Alternativa, c'est la plus grande mobilisation citoyenne pour le climat depuis la COP21. Ces vélos qui sont à 3 et 4 places, c'est un symbole. C'est le symbole 1 de la transition écologique et 2 de la solidarité. En plus, c'est des vélos qui, forcément, des triplettes et quadruplettes, ça attire l'œil. Donc ça nous permet d'avoir un premier contact avec les gens sur notre passage et ça permet de se faire remarquer. On estime que 50 à 70% des leviers pour lutter contre le dérèglement climatique, elles se trouvent à l'échelle des territoires. C'est pour ça qu'on décide de traverser ces territoires, d'aller au plus près des gens pour porter ce message de l'urgence climatique. Par exemple, changer de fournisseur d'électricité pour passer à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable et coopératif comme Enercop, ou alors changer son mode d'alimentation et s'inscrire à ce qu'on appelle une AMAP, donc un groupement de personnes qui vont s'engager auprès d'un producteur pour consommer des fruits et légumes locaux et bio, ou encore changer de banque pour passer à une banque éthique comme la NEF, où on sait que notre argent ne financera pas le chaos climatique. Agir à l'échelle individuelle, c'est une chose, mais dans le temps imparti qui nous reste pour pouvoir relever le défi climatique, il faut absolument faire changer d'échelle ces alternatives. Et pour ça, un des leviers qui nous semble très important, c'est d'utiliser les territoires. Typiquement, passer une AMAP individuellement, c'est bien, mais un vrai changement d'échelle serait que, par exemple, ta commune fasse passer toutes ses cantines à des repas bio et locaux, et là ça a un réel impact sur la consommation parce que ce sont des milliers de repas consommés, mais aussi sur la production parce que ça encourage des producteurs à venir s'installer et donc à relocaliser la production. Oui, les alternatives existent, oui on peut vivre autrement, mais pour ça il faut les faire changer d'échelle et il faut aussi s'opposer, résister aux projets qui aggravent le dérèglement climatique.
Tout d'abord, on voulait vous remercier pour cette superbe Vélorussion et pour votre accueil. On arrive aujourd'hui de Glomel, après 80 km, 500 mètres de dénivelé et un vent de face. Donc on est très content d'être arrivé. On est parti de Nantes le 2 juin sur nos fameuses triplettes qui symbolisent l'action collective. Et nous avons déjà parcouru 388 km sur les 6000 qu'on va faire cet été. Chaque jour, des mobilisations comme celle d'aujourd'hui s'organisent sur notre passage. Nous, cyclistes, ne sommes qu'un fil rouge qui relie vos mobilisations les unes aux autres. Et jusqu'ici, nous avons traversé Guéméné-Pinfo, où nous avons soutenu une mobilisation contre une carrière et l'extractivisme. Arzon, où nous avons pu échanger sur les problématiques d'artificialisation et les logements secondaires. Pluvigné et sa mobilisation contre l'extension et le déplacement du Super U. Lorient, avec la mise en lumière d'une ferme urbaine et la présentation de nombreuses initiatives. Concarneau et la journée de l'océan, avec un village des alternatives sur la thématique importante de la pêche industrielle et de la préservation de l'océan. Et enfin hier, Glomel et sa mobilisation contre une mine d'andalusite qui entraîne la pollution de l'eau. Pourquoi est-ce qu'on fait tout cela? Parce que malgré des décennies d'alerte et de mobilisation, ça y est, nous sommes entrés dans l'ère du dérèglement climatique. Et nous en subissons les conséquences. Incendies, sécheresses, inondations et tempêtes sont de plus en plus nombreuses et destructrices. Face à cette situation, que peut-on faire? Eh bien, nous devons agir collectivement sur deux volets. Le premier, limiter l'ampleur de la catastrophe. Chaque dixième de degré compte, et pour épargner des dizaines de milliers de vies humaines et espèces animales. Et en second lieu, ce dérèglement climatique nous impose de nous adapter face à ces conséquences qui vont continuer de s'amplifier. Pourtant, on sait que l'adaptation commence et que nous nous posons aujourd'hui les bases de la société de demain. Nous sommes à la croisée des chemins. Est-ce que l'on veut construire une société du chacun pour soi, d'inégalité et d'injustice aggravée, ou est-ce qu'on souhaite une société d'entraide, de solidarité et de justice sociale? Les plus riches peuvent s'adapter, se déplacer, déménager, acheter des ressources au prix fort, de plus en plus rares et chers. Mais la majorité de la population se retrouve démunie face à ces impacts. Si des actions politiques d'ampleur au niveau national et international sont indispensables, elles ne se mettent pas en place ni assez vite, ni avec assez d'ambition. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore les résultats des élections européennes, mais les sondages laissent craindre même un recul sur les quelques avancées de ces dernières années et des nouvelles menaces pour les valeurs qui nous sont chères. Quels que soient les résultats, une chose est certaine, elle ne changera pas. On ne lâchera rien. N'attendons pas que les solutions viennent d'en haut et opposons-nous ensemble aux projets, aux politiques et aux entreprises qui continuent d'aggraver le dérèglement climatique. Nous appelons à une mobilisation massive autour des initiatives collectives de transformation de nos territoires qui répondent à la fois aux enjeux d'atténuation et d'adaptation face au dérèglement climatique, pour davantage de justice sociale et de solidarité. C'est le sens du Tour Alternatiba 2024. S'activer collectivement, massivement, pour faire progresser concrètement les alternatives et les résistances portées par toutes les organisations qui existent déjà et qui promeuvent les valeurs qui nous sont chères. Démocratie, justice sociale, droits humains, lutte contre les discriminations, accueil des personnes migrantes, non-violence et justice internationale. Ce que nous voulons, c'est fournir une rampe de lancement qui permette de transformer les territoires dès maintenant, sans attendre que les solutions viennent d'en haut. Ce que nous construisons ensemble, c'est un mouvement de masse citoyen, non violent, radical et déterminé, où tout le monde peut trouver sa place, parce que nous sommes tous et toutes concernés, et que nous avons tous et toutes un rôle à jouer. La bataille du climat, c'est la bataille pour l'avenir de l'humanité. Elle n'est ni perdue,
ni gagner. Elle se joue maintenant. Ensemble, nous sommes une force immense et ensemble, nous pouvons changer le système. Pour ça, nous avons besoin de vous. Pour réaliser tous nos projets et mobilisations massives comme le taux Alternativa, nous avons besoin de vous. Vous pouvez vous engager en donnant votre temps, en prêtant du matériel aux militantes que vous connaissez, mais aussi en donnant de l'argent. Un projet qu'on mène comme cela a besoin de bases financières solides. Et comme un mouvement citoyen doit être financé par des citoyens et citoyennes, vous pouvez y contribuer sur notre stand juste ici, notamment en devenant donateur et donatrice réguliers. Pour finir, quelques infos pratiques à noter dans vos agendas. Nous aurons donc une conférence à 19 h ce soir où nous présenterons notre stratégie pour relever le défi climatique et comment y faire face, qui aura lieu sur la digue. Et demain aura lieu une formation à l'action non violente et à la désobéissance civile. Vous pouvez vous inscrire au stand juste à côté si vous êtes intéressé. Elle aura lieu à 19 h demain à la Serre. Je vais désormais laisser la parole aux organisatrices de l'État pour vous dire un petit mot sur le contexte local et les raisons de cette étape. Merci. Bonjour à tous. J'ai pas écrit le discours et j'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous dire. Vous êtes donc prisonniers de toutes les blagues que je vais vous faire. Ça va pas durer très longtemps parce qu'il y en a beaucoup. J'ai le meilleur public juste devant moi en plus. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents ici ce soir. On a lancé l'organisation de cet événement il y a quelques mois. On a eu beaucoup de rebondissements et d'aléas. C'est un peu la vie associative et quand on organise un événement. Et du coup, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde ce soir. Donc c'est vraiment très très chouette. Merci beaucoup. On a aussi un peu galéré parce qu'on est un jour d'élection et donc c'est un jour vraiment particulier. Comme on n'a pas préparé de message entre tous les organisateurs, je vais parler de moi. Moi, je me sens un peu fébrile, disons, aujourd'hui en attendant les résultats des élections. La montée en puissance de l'extrême droite, je la trouve terrifiante. Cette oppression vers les minorités, les droits des femmes, les droits des étrangers, les droits des animaux, du vivant, enfin, je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert. Mais en fait, face à ça, moi je me dis que la meilleure réponse, c'est d'être ensemble, de se fédérer, de s'organiser. Et du coup, c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, donc c'est vraiment trop chouette. Je pense qu'il faut continuer à s'organiser, il ne faut pas lâcher, quel que soit le type d'organisation, le mouvement, le collectif. Si vous avez envie de rejoindre Alternativa Saint-Brieuc, surtout n'hésitez pas. Mais ça peut être n'importe quelle organisation, donc voilà, il ne faut rien lâcher, notamment pour le meilleur public que nous avons juste là devant nous. Donc merci beaucoup d'être présents et surtout n'hésitez pas à venir demain à la formation pour une petite théorie et mise en pratique. Merci. Coucou. Alors il y a vos camarades de Glomel. Il y a vos camarades de Glomel qui vous envoient une carte postale. Parce que eux, vous avez ici la plage, mais eux aussi, ils ont une plage de sable d'Andalousie qui viennent de l'extraction minière, qui fait plein de poussière. Et je pense que dans 2-3 ans, si le projet continue comme ça et que la justice ne les aide pas, vous pouvez passer les vacances à Glomel si vous voulez. On va vous passer une petite chanson. C'est Kadou Radadi, le de HK et les Saltimbanques, plus connu sous le nom de HK, qui a écrit une chanson pour le Tour Alternativa. Et donc on a commencé à prendre l'habitude de la passer tous les soirs, parce que c'est un moment sympa qu'on peut partager ensemble. Donc
nom de tous les gens qu'on aime, pour la terre et le vivant, en vécant l'air du temps, faisant face au vent des viens, fidèles à nos rêves d'enfants. Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème, ni terroriste ni dans la loi, une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, au nom de tous les gens qu'on aime, ni consommateurs ni soldats, une faille dans leur système. On discute, on fait ce qu'on dit, on avance et on trace. Sonner l'alerte, c'est interdit. Nous sommes une menace. Les chiens de garde font la loi. Tous les soirs à la télé, à la solde des grands lobbies. Dis-moi, combien sont-ils payés? Une vie de rêve et de combat, la terre pour seul emblème, ni terroriste ni dans la loi, une faille dans leur système. Une vie de rêve et de combat, au nom de tous les gens qu'on aime, ni consommateurs ni soldats, une faille dans leur système. Alors on va vous chanter donc une chanson sur le remembrement. Donc, dans les années 70 par Prada. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait en public. Mais on la maîtrise. On peut se serrer un peu peut-être. J'étais un pays humble beau, j'étais une terre nourricière, j'étais un pays humble beau, des bergerons, j'étais le berceau. N'était pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé, et comme le cid désaltérait. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. On était dans les chemins creux, s'enlacer les amoureux, les rossignols des alentours, leur sifflaient des chansons d'amour. Avec les branches de sureau, les enfants faisaient des flûtions. Existe-t-il un seul ruisseau qui n'ait pas fait tourner de moulin à eau? C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines. C'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. Les techniciens sont arrivés, les techniciens ont ordonné aux paysans manipulés, toutes les haies ont arraché. Toutes les collines ils ont rogné, toutes les mares ils ont bouché, les verts prairies ils ont drainé, l'Europe le vert m'a torturé. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent. La terre dit, si c'est ma peau, elle la tenait fermement, elle s'envolera avec le vent, elle se dissipera dans l'eau. Et quand l'herbe aura disparu, de quoi vivront les troupeaux, et les roches
Donc cette conférence, elle est intitulée, donc c'est que la deuxième fois que je la donne. Donc je demande votre indulgence déjà. Je vais regarder, vous verrez regarder l'ordinateur assez souvent pour suivre le déroulé. Voilà, ça me sert de note en fait, de pense-bête. Donc l'objet de cette conférence, le titre, c'est quelle stratégie pour relever le défi climatique. Et en fait, c'est un peu pour vous expliquer, pour rappeler la nature des problèmes et quelle analyse on fait Alternativa. Ensuite, quelles sont les solutions qui existent face au dérèglement climatique, puisqu'il y en a, elles sont connues, on peut dire. Ensuite, troisièmement, quelle stratégie de long terme mettons en œuvre chez Alternativa, et on pourrait étendre à toutes les associations écologistes qui fonctionnent un peu sur le même thème et qui se battent sur les mêmes sujets. Et puis en fait, en dernier, en quatrième partie qui est très courte, on vous dira qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite maintenant. Enfin, on vous donnera des pistes. Voilà. Donc je commence par la première partie, quelle est la nature du problème? Bon, la nature du problème, vous avez déjà dû en entendre parler, je pense, toutes qui êtes là. C'est que ça y est, on y est, l'ère du dérèglement climatique a déjà commencé. Voilà, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est déjà là. Et on le voit avec tous les événements climatiques qui se répètent, les événements climatiques extrêmes qui se répètent chaque année, particulièrement chaque été, notamment les sécheresses, vous avez dû en entendre parler, le constater. Les sécheresses qui sont de plus en plus extrêmes, il y a des périodes de canicule aussi, l'été de plus en plus longues. Les incendies de très grande taille qui sont violents et qui sont de plus en plus incontrôlables et qui durent donc de plus en plus longtemps et qui font de plus en plus de dégâts. De la même manière, il y a les inondations qui sont très importantes. Excusez-moi, je fais juste un petit regard. Voilà, ça sera comme ça. Voilà, donc il y a des inondations là pour le coup c'est pas forcément l'été, ça peut être à d'autres saisons, mais les pluies extrêmes sont de plus en plus fortes, inattendues, et créent des inondations comme il y a eu par exemple dans la vallée de la Roya, vous en avez peut-être entendu parler il y a 4 ans, et voilà qui ont fait vraiment déborder la Roya et la Vésubie d'ailleurs, qui sont dans le même département, dans les Alpes-Maritimes, et ça a fait tomber des maisons, il y a eu quelques morts, et il y a des maisons qui ont été complètement détruites, voilà, et d'autres bâtiments, enfin bref, la vallée elle a été saccagée, et elle s'en remet doucement là, on est qu'au début de s'en remettre. Et puis voilà, et les inondations, il y a eu aussi celle de Libye, dont vous avez peut-être entendu parler en 2023, qui ont fait 11 000 morts et 10 000 disparus. Donc voilà, c'est pour dire que ces événements climatiques, c'est des catastrophes naturelles, mais ça a un impact sur les vies humaines. Voilà. Donc ah oui, je vous précise quand même, on commence par les mauvaises nouvelles. Après ça va mieux. Hein. Le début il est plombant, mais bon, c'est pour nous resituer un peu la réalité aussi, parce que souvent on n'a pas envie d'y penser dans notre vie quotidienne, et les médias ils font beaucoup d'efforts pour qu'on n'y pense pas aussi, certains. Ça dépend quels médias vous regardez. Il y en a qui n'en parlent pas, ou peu, et en fait voilà, c'est quand même grave, il faut quand même en avoir conscience. Donc ces événements climatiques extrêmes, ils ont un impact sur les ressources, enfin le dérèglement climatique a un impact sur les ressources et les activités humaines. Les ressources, on pourrait citer l'eau, la nourriture et l'agriculture. Donc ça, on va dire, c'est celles qui correspondent à nos besoins fondamentaux pour pouvoir se nourrir. Donc déjà au niveau fondamental, on est touché. Alors il y a des gens qui, vis-à-vis des événements climatiques extrêmes, qui disent oui, mais ça a toujours existé, ce genre de choses, il y a toujours des tempêtes de temps en temps, il y a toujours des inondations de temps en temps. Mais ça, bon, c'est un argument classique, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on vit depuis quelques années vraiment une augmentation et une intensification des événements climatiques extrêmes. Il y en a toujours eu, mais là, ça s'intensifie. Et en fait, quand on regarde les courbes, donc là, je l'ai devant moi, je ne peux pas vous la projeter sur un écran, il y a une courbe qui montre depuis 1960, il y a tous les phénomènes extrêmes qui montrent comme ça. C'est-à-dire qu'en 1960, on avait très peu, on avait quelques, par an, on avait quelques, au niveau planétaire, quelques inondations constatées et glissements de terrain. Je parle quand même des événements catastrophiques, pas de tout petits phénomènes. Et il y en avait quelques-uns par an, c'était de l'ordre de moins de 30. Les tempêtes, c'était pareil. Les sécheresses et températures extrêmes et incendies, c'était pareil. Alors là, voilà, c'était de l'ordre de 10 par an. Et l'ensemble des catastrophes représentait environ une trentaine de catastrophes météorologiques par an. Ça, c'était en 1960. En 2000, à partir de 2000 et jusqu'en 2015, parce que nos chiffres s'arrêtent en 2016, et on est à environ entre 300 et 400
événements climatiques extrêmes dans le monde, qui font vraiment de gros dégâts, matériels ou humains. Donc en fait, tout ça pour dire que le dérèglement climatique, c'est une série de catastrophes en chaîne. Ça provoque une série de catastrophes en chaîne. Il y en a peut-être parmi vous qui ont fait la fresque du climat, où en fait, dans la fresque du climat, on étudie l'enchaînement des causes et des conséquences de ce qui se passe. Donc je vous ai parlé des inondations apocalyptiques en Libye tout à l'heure, qui est en 2023. Et il y a notamment le dérèglement climatique provoque aussi une aggravation de l'érosion de la biodiversité. Vous avez dû entendre parler, on parle souvent du climat et de l'effondrement de la biodiversité. Mais on peut citer quelques exemples. Par exemple, le moustique tigre. Peut-être que vous avez... Enfin, là, pour le coup, on est plus dans la modification de la biodiversité et du territoire de la biodiversité qui peut aller vers un développement des maladies. Comme le moustique tigre, il y a encore 50 ans, il était présent quasiment dans aucun département de France, peut-être un peu dans le sud. Et aujourd'hui, on le trouve dans tous les départements de France. Ça a été prouvé, ça a été étudié scientifiquement, et voilà, le moustique tigre est dans toute la France. Ça montre que les espèces migrent, que les modifications climatiques ont vraiment un impact dessus. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler aussi des forêts françaises sur lesquelles les gens qui les gèrent sont très inquiets parce que les arbres, avec le dérèglement climatique, il y a des essences d'arbres qui se mettent à mourir massivement en France. Et la végétation n'a pas le temps, les espèces du sud migrent trop doucement, parce qu'à l'échelle des arbres, il faut des siècles en fait pour qu'ils migrent vers le nord. Ça se passe petit à petit, quoi, avec quelques kilomètres par an. Et là, ça va beaucoup trop doucement pour éviter qu'à un moment, les forêts françaises vont se trouver petit à petit un peu dépeuplées. Voilà. Au niveau de la biodiversité animale, on peut citer juste quelques chiffres. Il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées qui sont en voie d'extinction, voilà. Et il y en a qui sont en voie de disparition, voilà. Et il y a un degré encore plus fort, il y en a qui sont menacés d'extinction. Et actuellement, c'est-à-dire qu'elles sont déjà très fortement dégradées. Le chiffre, il reste très peu, plus beaucoup. Et là, par exemple, sur quelques catégories d'animaux, les amphibiens, vous connaissez, les grenouilles, etc., il y a 30% déjà des espèces d'amphibiens qui sont menacées d'extinction. Ça veut dire qu'il reste peu d'individus, que si on continue, ils vont disparaître. Chez les conifères, on parlait des arbres, il y en a 25% des espèces qui sont menacées d'extinction. Au niveau du récif corallien, c'est pareil, il y a 25% des coraux, des sortes de coraux, des familles coralliennes qui sont menacées d'extinction actuellement. Au niveau des stocks de poissons, c'est à peu près le même chiffre aussi, on est dans l'ordre de 25% des espèces de poissons. Là, je ne parle pas juste des individus, mais je parle des espèces qui sont menacées de disparition. Chez les mammifères, on est à 21%. Donc il y a des exemples qu'on a tous entendu parler, comme les éléphants, comme les lions. Mais après, voilà, il y a tout un tas de mammifères qui sont moins connus, moins impressionnants, on va dire moins médiatiques, mais qui ont aussi sur lesquels il y a un impact très fort. Et les oiseaux, là on est à peu près à 12% d'espèces menacées. Donc, on continue avec les catastrophes. Il y a le réchauffement climatique provoque une disparition de territoire. Ça, vous avez dû en entendre parler. Il y a déjà des îles du Pacifique qui sont menacées d'être ensevelies par les eaux, enfin d'être recouvertes. Et il y en a, c'est déjà le cas en fait. Il y a déjà quelques îles qui ont été recouvertes dans le Pacifique. Donc en fait, on a des territoires entiers qui disparaissent ou qui sont menacés de disparaître. Et puis après, il y a aussi des grandes villes qui sont menacées, les grandes villes côtières du monde sont menacées d'être grignotées petit à petit par la montée des eaux. Je ne sais pas si vous avez vu ces simulations qui ont été faites par le GIEC, qui ont été regroupées par le GIEC, qui ont été faites par différents instituts scientifiques dans le monde, où on voit les traits de côte prévisibles en 2050, en 2100. Donc à chaque fois, il y a des villes qui perdent beaucoup. Une ville côtière comme New York, moi j'habite à Nice, on menacé aussi de perdre les petits morceaux de zones côtières. Et voilà, vous avez dû voir ça parce que c'est passé dans les médias il y a quelques mois, on est sorti. Et donc ces disparitions de territoire, ces modifications climatiques, la pression sur l'agriculture, ça provoque des migrations. Ça provoque des impacts forts sur les populations et donc les gens, il y en a qui partent en fait, qui partent de chez eux pour aller chercher ailleurs de quoi manger, boire et vivre, quoi. Et donc on s'attend, il y a déjà beaucoup de réfugiés de plus en plus qui arrivent en Europe, mais là on nous dit qu'il y en a beaucoup, pour l'instant il n'y en a pas encore beaucoup, même si c'est très médiatisé, mais les projections des études
sociologiques, démographiques, etc., c'est qu'il y en ait vraiment beaucoup plus dans les décennies à venir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce chiffre, mais d'après le GIEC, on peut s'attendre à la fin du siècle à avoir 300 millions de réfugiés climatiques. Donc ça fait vraiment beaucoup qui vont aller vers les pays où on peut plus vivre. Donc il y a quand même beaucoup de chances que ce soit l'Europe, parce que c'est un des plus accessibles, d'Asie et d'Afrique, et puis après l'Amérique du Nord. Voilà, donc ça c'est un paramètre à prendre en compte. Et bien sûr, il faudra organiser l'accueil de ces gens, parce que on peut faire d'autres choix, mais de toute façon, vu la déferlante qui se prépare, on n'aura pas d'autre choix que de les accueillir. Et puis de toute façon, humainement, c'est très probablement la meilleure chose à faire. Je passe sur 2-3 choses. Voilà, donc en fait, tout ce dont on vient parler, c'est ce qui existe déjà aujourd'hui. Et on est, aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez à quel degré de réchauffement on est en moyenne sur la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu ces derniers, depuis cette année. Ouais, c'est ça, exactement. On est de l'ordre de 1,2 degré de réchauffement. Quand on parle de réchauffement, à chaque fois, on compare avec le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire entre 1800 et 1850, c'est-à-dire le début de la révolution industrielle. Quand on s'est mis à massivement développer des industries, développer l'extraction minière, développer des énergies fossiles. Donc là, on a un virgule. Il faut savoir que les scénarios du GIEC, là, on est à 1,2 aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de la COP21 et des accords de Paris. L'objectif, en 2015, c'était de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. On est déjà à 1,2, voire 1,3, et l'année dernière en France en moyenne, on était à 1,5. Sur la France, pas sur le monde entier, mais sur la France. Avec toutes les canicules qu'il y a eu. Donc, en fait, on a une trajectoire actuellement qui est... Les scénarios actuels, on est en train d'aller vers plus 3 ou plus 4 degrés. Donc on voulait essayer de se limiter à 1,5 degré pour limiter l'ampleur de la catastrophe, mais là, il faut comprendre que les courbes, elles vont vraiment en ce moment à 3, plus 3 ou plus 4 degrés. C'est les scénarios dans la fourchette dans laquelle on est. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à plus 3 ou plus 4 degrés, c'est pas qu'il fait juste un peu plus chaud qu'à 1,2 degré ou à 1,5 degré. C'est que l'enchaînement des causes et des conséquences physiques à l'échelle du globe fait qu'il y a énormément de phénomènes qui vont s'amplifier, comme la fonte des glaces, la fonte des glaciers, le dégel du permafrost qui risque d'entraîner encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, etc. Je m'arrête là, peut-être parmi vous il y en a qui ont fait la fresque du climat. Justement, la fresque du climat, c'est vraiment ça qu'elle explique, l'enchaînement des choses. Donc parmi les autres phénomènes, les autres, on va dire, menaces qui peuvent être entraînées par le dérèglement climatique, il y a les tensions autour des ressources. Donc on a parlé des ressources qui s'amoindrissent, mais il y aura forcément des tensions autour de ça. Du coup, ça augmente le risque de guerre, et l'augmentation du risque de guerre entraîne une augmentation du risque de violation des droits humains. Donc on le voit dans les régions sinistrées ou dans les régions où il y a de la violence, de la brutalité. Et voilà, donc le risque, c'est qu'avec tout ça, c'est qu'il y ait des gouvernements totalitaires aussi qui s'installent. Déjà un certain nombre sur la planète, mais on va dire que ça aggrave quand même, parce que quand on est dans des conditions de disparition des ressources, de raréfication des ressources, ça arrange rien. Du coup, il y a des menaces qui pèsent sur la démocratie, sur la justice, sur les droits humains, on l'a dit, et du coup sur les progrès sociaux aussi. Parce que quand on est à lutter, dans des zones de conflit armé, ça devient compliqué de faire respecter correctement les droits humains fondamentaux, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Donc nous, notre analyse à Alternativa et dans le monde du climat, c'est que le climat est la mère de toutes les batailles. On dit souvent cette phrase, je ne sais pas comment vous l'entendez, si vous la comprenez, mais en tout cas c'est ce qu'on se dit, c'est que le climat peut aggraver tout le reste. Donc il faut vraiment s'attaquer très sérieusement au climat. Et pour ça, il y a deux enjeux qu'on verra après. Il y a l'atténuation du dérèglement climatique, et après il y a l'adaptation du dérèglement climatique. Parce qu'il faut vraiment faire les deux. Il faut essayer d'atténuer, d'éviter qu'il s'aggrave, et il va falloir dans tous les cas s'adapter, ça c'est sûr. Donc après, la question qu'on peut se poser par rapport à tout ça, c'est qui sont les responsables ? Puisque le dérèglement climatique, il ne tombe pas du ciel. C'est pas une catastrophe naturelle qui arrive due à la météo défavorable. Non, c'est pas du tout ça. En fait, il faut bien comprendre que c'est essentiellement dû aux énergies fossiles, et donc c'est essentiellement dû à l'industrialisation du monde. Et on peut dire que c'est aggravé par le mode de vie
des gens qui continuent à vivre en utilisant beaucoup d'énergie fossile. Et aussi aux entreprises multinationales qui continuent à les vendre et à faire pression pour qu'on les utilise. Donc après, on peut aussi se dire qu'on est tous responsables, parce qu'on a probablement tous un véhicule encore à énergie thermique, on chauffe tous notre maison, etc. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bon, on en parlera après, c'est qu'il y a vraiment le côté social qui est lié au dérèglement climatique. Il y a une deuxième mauvaise nouvelle, c'est que face à cette situation, qui est déjà pas très ragoûtante et qui va être compliquée, les dirigeants politiques et économiques actuellement ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Pas tous, mais pour la plupart quand même. Il y a des organismes internationaux qui sont à la hauteur, comme par exemple l'ONU, l'UNESCO, qui eux, je pense qu'ils ont vraiment compris le GIEC, le rapport du GIEC et tout ce qu'il y a dedans, et ils le prennent en compte et ils font des recommandations là-dessus. L'ONU a publié des objectifs de développement durable. Un exemple, la France, je ne sais pas si vous avez noté ça, elle a été condamnée 2 fois par la justice française pour inaction climatique. D'ailleurs, le gouvernement français a été condamné pour inaction climatique par un ensemble d'associations et de personnes qui avaient attaqué en justice l'État pour non-action face aux dangers en fait, qui menacent. Voilà, du coup, les politiques et les projets climaticides continuent de se développer. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors, l'autre aspect sur lequel, chez Alternativement, on veut mettre l'accent, c'est le fait, j'en parlais tout à l'heure, que la lutte pour le climat, c'est complètement associé avec la lutte pour la justice sociale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est pour une répartition juste et équitable des ressources. Et en fait, il y a des inégalités dans le monde de répartition des ressources, et même au sein d'un même pays, il y a des inégalités riches-pauvres, qui en fait font empirer, qui rendent des gens plus vulnérables que les autres à ce qui va se passer. Puisque quand on est riche, on peut plus facilement changer de lieu de vie, se prémunir, acheter des choses dont on va avoir besoin, acheter, je sais pas, une maison à l'autre bout du monde. D'ailleurs, ils ne se privent pas de le faire. Vous savez, il y a des gens de la Silicon Valley qui achètent des terrains en Nouvelle-Zélande, dans des endroits reculés du monde où ils espèrent se planquer dans leur maison, comme des bunkers, avec plein de nourriture dans la cave. Et puis, voilà, ça ne fait pas vraiment rêver. Et en plus, c'est complètement illusoire, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire au bout de quelques temps? Ils auront bien besoin d'aller trouver d'autres gens et de fonctionner en société. Un exemple, par exemple, c'est que sur l'usage de l'eau, on a entendu, avec les sécheresses, on a entendu beaucoup parler ces derniers étés de concurrence d'accès à l'eau. Par exemple, il y a des régions, comme moi j'habite dans les Alpes-Maritimes, il y a eu des sécheresses, il y a des villages qui ont été privés d'eau, et à côté de ça, sur la côte, on arrosait des golfs. Et on arrosait des jardins publics, et il y a des gens qui n'avaient pas le droit d'arroser leur jardin potager, ou des agriculteurs qui ne pouvaient pas trop arroser. Donc là, ça pose des questions. Entre les plus riches, ils ont envie de jouer au golf, ok, mais il y en a d'autres, c'est juste qu'ils ont envie de faire pousser des légumes pour manger. Donc vous voyez, il y aura forcément, avec une modification des choses, une rarification des ressources, des arbitrages à faire. Donc ça pose vraiment la question de la justice sociale et de quel monde on veut. Est-ce qu'on veut essayer que les choses soient le plus justes et équitables pour tout le monde, ou est-ce qu'on veut privilégier que ceux qui le peuvent se privilégient eux et laissent pas grand-chose pour les autres. Et voilà, et au niveau aussi de la justice climatique internationale, les pays les plus vulnérables sont totalement inégalement répartis dans le monde. Les pays les plus vulnérables, c'est l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud. J'ai une carte devant moi, mais je vous la décris. Eux, ils sont en rouge ou rose. Donc l'Amérique centrale, une partie de l'Amérique du Sud, notamment le nord de l'Amérique du Sud et le Chili, le Pérou, les pays du long de la cordillère des Andes. Le Brésil et l'Argentine, qui sont plus riches, sont un peu moins vulnérables. Au niveau de l'Afrique, c'est pratiquement toute l'Afrique qui est très vulnérable, à part les pays un peu plus riches comme l'Égypte au nord, et encore, parce que l'économie elle s'est bien dégradée depuis. Après, l'Europe fait partie des moins vulnérables, ainsi que la Russie. L'Amérique du Nord, ça va. Et enfin, il y a l'Asie. Donc l'Asie, l'Australie qui est en bas, qui est en zone tempérée, s'en sort pas trop mal. Alors qu'en fait, l'India, qui a déjà des méga feux, dont on peut parler tous les étés. Et après, l'Asie, qui fait aussi partie des pays en voie de développement, on va dire. Voilà, très, très impactable aux catastrophes naturelles.
Donc voilà, j'arrête là le constat assez dramatique des choses. Merci d'avoir tenu jusque-là. J'espère que ça vous a pas trop plombé, mais je pense qu'avoir quand même peut-être répété des choses que vous connaissiez déjà, non? Ouais, voilà. Donc, si on s'intéresse quand même à l'actualité, au climat, à l'environnement. Donc on a déjà entendu parler. Donc là on va aborder la partie 2 rapidement, les solutions. C'est-à-dire, on se pose la question, dans quel monde veut-on vivre? Ou voudrait-on vivre? Donc parmi les solutions, la solution d'alternative, c'est que les alternatives existent déjà et qu'elles existent dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui les mettent en œuvre dans plein de domaines différents. Et on espère qu'elles vont servir à construire un monde meilleur. Ça paraît un peu bisounours dit comme ça, mais en fait, on le voit quand on commence à s'intéresser à ça, au monde des alternatives, on voit qu'il y en a partout. Là, par exemple, si vous connaissez l'émission Carnet de campagne sur France Inter, c'est une émission qui existe, je pense, depuis plus de 20 ans largement, au moins à mon avis, ça fait même 25 ans. Et chaque jour, il se promène dans un département français différent et il rencontre des gens qui, généralement, qui vivent de manière alternative, qui mettent en œuvre, qui créent des associations, des collectifs pour vivre autrement. Enfin bref, qui font différentes choses qui peuvent aider au niveau écologique ou social. La mattina, mi sante gâteau.